L'importance d'Avdiivka ne tenait pas à ce qu'elle contenait, mais à l'endroit où elle se trouvait. Située juste au nord de Donetsk, la ville était en position stratégique. Les accès nord d'un centre régional que les forces soutenues par la Russie contrôlaient depuis 2014 et que Moscou avait ensuite revendiqué par une annexion formelle. Tant qu'Avdiivka restait aux mains des Ukrainiens, les forces russes opérant dans et autour de Donetsk étaient privées de la possibilité de considérer la ville comme une zone arrière sécurisée. Les unités d'artillerie ukrainiennes pouvaient atteindre les routes logistiques, dépôts de munitions et concentrations de troupes. Pendant ce temps, les lancements de drones depuis Avdiivka assuraient une surveillance constante des mouvements que les planificateurs russes auraient autrement préféré dissimuler sur le plan militaire. Par conséquent, Avdiivka était une épine plantée non pas dans la ligne de front, mais dans la profondeur supposée à l'arrière de celle-ci. Et avec le temps, cela a rendu son existence intolérable pour le commandement russe. Cette dynamique n'est pas apparue soudainement en 2023, c'était le produit de près d'une décennie de guerre non résolue dans l'est de l'Ukraine, période durant laquelle Avdiivka était passée d'une modeste ville industrielle à un saillant fortifié, dont la résistance continue avait imposé un coût opérationnel permanent à la Russie. Contrairement aux villes qui ont été brusquement entraînées dans l'invasion à grande échelle en 2022, Avdiivka vivait sous le feu depuis 2014 et cette exposition prolongée avait façonné à la fois la ville et les forces qui la défendaient. Le siège qui s'est déroulé entre octobre 2023 et février 2024 n'était donc pas une escalade spontanée, mais l'expression finale d'un conflit qui couvait depuis des années. Alors, rejoignez-nous alors que nous explorons le conflit de la bataille d'Avdiivka. Bienvenue sur Guerre du Monde. Lorsque le conflit armé a éclaté dans la région du Donbass en Ukraine en 2014 suite à l'annexion de la Crimée par la Russie, Avdiivka s'est retrouvée immédiatement adjacente à la ligne de front. Donetsk est tombé sous le contrôle des forces séparatistes soutenues par la Russie, tandis qu'Avdiivka est resté sous l'autorité ukrainienne, créant ainsi une ligne de fracture qui ne se stabiliserait jamais vraiment. Les premiers combats étaient chaotiques, émouvants, mais à mesure que les lignes de front se sont durcies après les accords de Minsk, Avdiivka est devenue une zone de contact permanente. Exposée à l'artillerie, aux tirs, à l'activité des snipers et aux assauts de reconnaissance. C'est pendant cette période que les bases de la résistance ultérieure d'Avdiivka ont été posées. Les forces ukrainiennes ont progressivement transformé la ville en un système de défense en profondeur, plutôt qu'en une seule ligne de résistance. Les tranchées s'étendèrent vers les champs environnants et les zones industrielles, les positions étaient renforcées avec du béton. Les abris étaient conçus non seulement pour protéger des éclats d'obus, mais aussi pour permettre aux troupes de survivre à des bombardements prolongés et de retourner ensuite au combat. Et, surtout, des lignes de repli étaient construites avec l'hypothèse explicite que les positions avancées seraient éventuellement perdues et qu'un repli ordonné sous le feu serait préférable à l'anéantissement. L'usine de coke et de produits chimiques d'Avdiivka est devenue un élément central de cette architecture défensive. L'une des plus grandes installations industrielles de ce type en Europe, cette usine était composée de structures massives en béton armé, de murs épais et d'un réseau interne de tunnels de service et de couloirs conçus pour résister aux accidents industriels. Elle a montré une résistance exceptionnelle sous les tirs d'artillerie. Au fil du temps, les forces ukrainiennes ont intégré cette usine à leur système défensif, l'utilisant à la fois comme point d'appui et comme centre logistique, permettant des déplacements à couvert et offrant un abri lors des bombardements intenses. Au moment où la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, Avdiivka n'était plus simplement une ville occupée par des soldats.
C'était désormais une forteresse façonnée par des années d'adaptation, d'épreuves et de survie. Les premiers mois de l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022 ont été marqués par des avancées rapides, des combats chaotiques et des retournements spectaculaires ailleurs en Ukraine. Avdivka n'est pas tombée pendant cette phase initiale. Les forces russes ont tenté de faire pression dans le secteur de Donetsk, mais elles n'ont pas réussi à déloger les défenseurs ukrainiens de la ville. Alors que le front se stabilisait à la fin de 2022 et au début de 2023, Avdivka restait une avancée tenue par les Ukrainiens dans un territoire contrôlé par les Russes. Mais cette persévérance a eu des conséquences. L'artillerie ukrainienne a continué de perturber les opérations russes autour de Donetsk. Alors que la simple existence de la ville sapait le récit de contrôle de Moscou, avec le temps, le commandement russe considérait de plus en plus Avdivka à la fois comme un handicap militaire et une gêne politique. D'autres offensives, notamment autour de Bakhmout, avaient démontré que la Russie était prête à accepter d'énormes pertes pour atteindre des objectifs limités. Et à la mi-2023, Avdivka était devenue le prochain objectif de ce type. Non pas parce qu'elle promettait une percée décisive, mais parce que la laisser aux mains de l'ennemi imposait une contrainte opérationnelle constante. Les préparatifs pour l'assaut ont été progressifs et délibérés. Les forces russes ont accumulé des munitions d'artillerie, repositionné leurs unités et étudié les schémas défensifs ukrainiens. Il n'y avait aucune attente d'un effondrement rapide. Le plan était de démanteler le saillant au fil du temps, par l'usure, l'encerclement, la pression et la destruction systématique de leur profondeur défensive. La configuration physique d'Avdivka a façonné chaque aspect de la bataille à venir. Le secteur nord était dominé par l'usine Koch, dont l'échelle industrielle la rendait résistante aux bombardements conventionnels. Au sud et à l'est de l'usine s'étendèrent des quartiers résidentiels composés d'immeubles d'appartements de l'époque soviétique, entrecoupés d'entrepôts, de remblais ferroviaires, de terrils et de ruines industrielles. Les espaces ouverts entre ces éléments étaient limités et souvent couverts par des tirs d'artillerie préenregistrés. Pour les forces blindées, cet environnement était profondément défavorable. Les routes et les voies d'accès canalisaient les véhicules dans des couloirs étroits où les mines, les missiles anti-chars guidés et l'artillerie pouvaient être facilement utilisés avec un effet dévastateur. Les assauts d'infanterie étaient tout aussi coûteux, nécessitant des déplacements à travers un terrain jonché de décombres sous l'observation constante des drones. Les défenseurs ukrainiens avaient exploité ces caractéristiques de manière délibérée. La défense était structurée en couches avec des positions avancées conçues pour absorber le premier contact et infliger des pertes, tandis que leurs lignes secondaires offrèrent de la profondeur. Des champs de mines étaient installés pour ralentir les avancées et canaliser les mouvements. L'artillerie était préenregistrée sur les axes d'approche probables. L'objectif ici n'était pas d'empêcher toute pénétration, mais de s'assurer que chaque avancée ait un coût disproportionné. L'offensive russe a commencé début octobre 2023 avec des assauts coordonnés sur les flancs nord et sud d'Avdiivka. Les forces attaquantes comprenèrent des éléments des 2e et 41e armées interarmes ainsi que des unités du 1er corps d'armée de la République populaire de Donetsk, renforcées par de l'infanterie mobilisée et des détachements d'assaut. Les moyens blindés comprenèrent des chars de combat principaux T-72B3 et T-90, des véhicules de combat d'infanterie BMP-2 et BMP-3, ainsi que des transporteurs AMTLB. Soutenue par une artillerie massive, la défense ukrainienne était assurée par la 110e brigade mécanisée appuyée par des unités d'artillerie et des formations tournantes ayant une longue expérience du terrain. Dès le début, les combats étaient intenses. Des colonnes mécanisées russes avançaient sous une lourde couverture d'artillerie vers les remblais ferroviaires et les zones industrielles qui contrôlaient l'accès à la ville.
Ils ont rencontré des champs de mines denses et des zones de tir préalablement repérées. Les véhicules blindés étaient détruits ou mis hors service par groupe, forçant l'infanterie à débarquer et à avancer à pied sous le feu. Les pertes ont rapidement augmenté à la mi-octobre. L'état-major général ukrainien a souvent cité des pertes russes de plusieurs centaines de tués ou blessés chaque jour pendant les périodes d'assaut les plus intenses. Bien que ces chiffres ne puissent pas être vérifiés de manière indépendante dans le détail, les évaluations des renseignements occidentaux et les analyses en source ouverte des pertes en matériel ont confirmé que l'attrition russe était sévère. Des dizaines de véhicules blindés ont été détruits au cours des premières semaines de combat, et souvent dans les mêmes zones limitées, ce qui indique des tentatives répétées de progresser le long des mêmes axes. Mais malgré ces pertes, le commandement russe n'a pas interrompu son offensive. Au lieu de cela, ils ont ajusté leur tactique, indiquant que l'usure avait été acceptée comme le prix de leur progression. Comme les assauts mécanisés n'ont pas permis de percer, les tactiques russes ont commencé à évoluer vers des attaques centrées sur l'infanterie, soutenues par une puissance de feu écrasante. Les tirs d'artillerie se sont intensifiés, de petits groupes d'assaut avançaient, après des heures de bombardement, sondant les tranchées et les bâtiments en ruine. Mètre par mètre, la reconnaissance par drone est devenue omniprésente, permettant à l'artillerie d'ajuster ses tirs en temps réel et rendant les déplacements ukrainiens de plus en plus dangereux. Cette phase de la bataille a été marquée par la répétition. Les assauts étaient lancés, repoussés. Les troupes se regroupaient, puis les assauts étaient relancés. Chaque attaque visait des gains progressifs plutôt que des percées décisives pour les défenseurs ukrainiens. Leur défense restait efficace, mais le coût pour tenir chaque position augmentait régulièrement. L'évacuation des blessés s'est compliquée à mesure que les drones surveillaient les routes d'approvisionnement. Les soldats blessés devaient souvent attendre plus longtemps avant d'être évacués, ce qui augmentait le taux de mortalité même lorsque les positions étaient tenues. En novembre, les forces russes ont intensifié leur utilisation de bombes planantes larguées depuis des avions opérant au-delà de la portée effective des systèmes de défense aérienne ukrainiens. Ces munitions étaient dotées de grosses ogives capables de faire s'effondrer des structures renforcées. Des sections de l'usine Koch, qui avaient résisté à des mois de bombardement, étaient désormais endommagées ou détruites. Les unités ukrainiennes ont été contraintes d'abandonner des positions qui leur offraient auparavant une relative sécurité, réduisant ainsi leur profondeur défensive. Les rapports sur les pertes pendant cette période continuaient de décrire des pertes russes s'élevant à plusieurs centaines par jour durant cette phase intense des combats. Les analystes occidentaux ont estimé qu'à la fin novembre, les pertes russes cumulées dans le secteur d'Avdiivka étaient déjà importantes, tandis que les pertes ukrainiennes, bien que moindres, reflétèrent le danger croissant des évacuations et du ravitaillement sous observation constante. En décembre 2023, la bataille était entrée dans une nouvelle phase, où le maintien des ressources était devenu le principal champ de bataille. Les forces russes se sont de plus en plus concentrées sur la mise sous le feu des routes d'approvisionnement ukrainiennes, plutôt que sur la fermeture d'un encerclement parfait. La surveillance persistante par drone a transformé les routes en couloirs mortels. Le mouvement avait ralenti. Les fenêtres d'évacuation s'étaient réduites, les livraisons de munitions étaient devenues sporadiques. Les défenseurs ukrainiens pouvaient encore repousser les assauts, mais la marge d'erreur s'était réduite. Chaque retrait d'une position avancée devait être calculé, non seulement en termes tactiques, mais aussi en termes logistiques. Les retards dans l'évacuation des blessés avaient augmenté le taux de mortalité et l'épuisement s'était accumulé. Bien que la défense soit restée cohérente, son endurance était mise à l'épreuve non pas par l'effondrement du front, mais par l'usure à l'arrière. À la fin du mois de décembre, les évaluations des services de renseignement occidentaux avaient qualifié l'offensive d'Avdiivka comme l'une des opérations russes les plus coûteuses de la guerre. Avec des pertes se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers de morts et de blessés. L'Ukraine continuait de tenir la ville, mais les conditions qui lui avaient permis de le faire pendant des années s'érodaient progressivement.
Janvier 2024 n'a pas commencé par une rupture spectaculaire des lignes ukrainiennes autour d'Avdivka, mais par quelque chose de plus dangereux et de moins visible. Parce que l'équilibre entre le maintien des positions et la préservation de leurs forces a commencé à pencher nettement vers cette dernière, les forces russes sont entrées dans la nouvelle année en ayant accepté qu'Avdivka ne tomberait pas rapidement, et que le succès dépendrait de la capacité à comprimer la défense ukrainienne jusqu'à ce que la ville ne puisse plus être ravitaillée ou évacuée à un coût tolérable. La logique opérationnelle ne reposait plus sur la conquête de blocs de territoire, mais sur le fait de rendre les déplacements ukrainiens à l'intérieur de la ville de plus en plus meurtriers, transformant ainsi la géométrie de la défense en un handicap plutôt qu'en un avantage. La pression russe s'est intensifiée simultanément sur les flancs nord et sud, avec un accent particulier sur les positions qui dominaient les routes d'approvisionnement restantes. L'objectif n'était pas de réaliser un encerclement parfait, mais d'établir un contrôle de tir constant sur les routes et les pistes dont les unités ukrainiennes dépendaient pour faire tourner les troupes, déplacer les munitions et évacuer leurs blessés dans un espace de combat saturé de drones. Cette approche s'est révélée particulièrement efficace car, une fois qu'une route était sous observation constante, l'artillerie pouvait être ajustée rapidement et même des frappes sporadiques suffisaient à modifier les comportements. Les véhicules ont commencé à ne circuler que la nuit. Des détours plus longs étaient empruntés et le temps nécessaire pour chaque mission de ravitaillement avait augmenté, ce qui accentuait la fatigue et ralentissait les temps de réaction. À l'intérieur d'Avdivka, les unités ukrainiennes continuaient à se battre efficacement, mais la défense avait commencé à perdre de son élasticité. Les positions pouvaient encore être tenues, mais se repositionner entre elles devenait de plus en plus dangereux. Les unités qui auparavant étaient de relever après une période déterminée étaient forcées de rester plus longtemps sous le feu. L'évacuation des blessés ralentissait encore davantage, et la différence entre une blessure survivable et une blessure mortelle dépendait de plus en plus de la possibilité même d'une évacuation. Ce changement n'a pas provoqué un effondrement immédiat, mais il a modifié la nature de la bataille. Parce que l'usure était désormais causée non seulement par le combat direct, mais aussi par la dégradation du soutien logistique lui-même. Les développements les plus importants en janvier ont eu lieu dans le secteur sud d'Avdiivka, où les forces russes ont réalisé une série de percées tactiquement modestes, mais opérationnellement significatives. Ces avancées n'ont pas impliqué de grandes percées blindées, mais plutôt de l'infiltration, une pression sur des positions fixes et l'exploitation d'approches dissimulées. Cela a permis de contourner certaines des fortifications les plus solides des défenseurs. Une fois que les unités russes se sont installées dans ces zones, elles ont pu menacer les couloirs de déplacement internes et ont forcé les commandants ukrainiens à détourner des ressources afin d'empêcher la défense d'être divisée. L'une des caractéristiques marquantes de cette phase a été la prise de position fortifiée qui avait servi d'ancrage à la défense du Sud pendant des années. Ces emplacements étaient importants non pas pour leur valeur symbolique, mais parce qu'ils contrôlaient les accès et offrèrent de la profondeur lorsqu'ils tombaient ou étaient abandonnés. La configuration de la défense a changé rapidement, obligeant les unités ukrainiennes à se retirer des positions adjacentes qui risquaient soudainement d'être coupées. Le résultat fut un effet en cascade, où tenir une position augmentait le danger pour une autre, et les commandants furent contraints de donner la priorité à la préservation de leurs forces plutôt qu'à la défense de chaque mètre de terrain. Le taux de perte a fortement augmenté pendant cette période. Les rapports ukrainiens faisaient souvent état de pertes russes allant de 700 à plus de 1000 tués et blessés par jour lors des pics d'assaut, en particulier lorsque l'infanterie russe avait attaqué de manière agressive pour exploiter des ouvertures de perçues. Les évaluations des services de renseignement occidentaux ont qualifié les combats à Avdivka comme étant parmi les plus meurtriers de tout le front au cours du mois de janvier. Ils ont noté à la fois l'ampleur des pertes russes et la volonté persistante du commandement russe d'engager de nouvelles unités malgré celles-ci. Les pertes ukrainiennes, cependant, ont également augmenté.
en particulier lors des déplacements entre les positions et lors des tentatives d'évacuation sous l'observation des drones, même si les défenseurs continuèrent d'infliger des pertes disproportionnées aux forces attaquantes. La raison pour laquelle le mois de janvier s'est avéré si décisif réside dans les effets cumulatifs de décembre. Au moment où le calendrier avait changé, la profondeur défensive ukrainienne avait déjà été réduite par des frappes de bombes planantes qui avaient détruit des positions fortifiées et forcé des retraits de zones qui étaient auparavant tenables. Sous les bombardements, des routes qui fonctionnaient autrefois malgré des tirs intermittents étaient désormais constamment prises pour cible. Les stocks de munitions à l'intérieur de la ville étaient au plus faibles, les temps d'évacuation plus longs et la capacité de faire reposer et de réorganiser les unités devenait plus limitée. Cela signifiait que les avancées russes du mois de janvier n'avaient pas besoin d'être importantes pour être efficaces. Chaque nouvelle position gagnée permettait à l'artillerie et aux drones d'étendre leur portée. Chaque retrait raccourcissait la distance entre le front et les routes d'approvisionnement restantes. La défense restait cohérente, mais elle devenait fragile. Parce qu'un système conçu pour échanger de l'espace contre du temps dépend de la capacité à se déplacer et que le mouvement était de plus en plus puni. À la mi-janvier, les commandants ukrainiens faisaient face à un éventail d'options de plus en plus restreint. Continuer à tenir Avdiivka entraînerait des pertes croissantes, non seulement à cause des combats, mais aussi en raison de l'impossibilité d'évacuer leurs blessés et de faire tourner les unités épuisées. Cependant, se retirer trop tôt risquait de permettre aux forces russes de revendiquer une victoire sans opposition et de potentiellement exploiter cet élan. L'équilibre entre ces risques définirait la phase finale de la bataille. Février 2024 a commencé selon le même schéma que janvier, mais avec une intensité accrue et une marge d'erreur réduite. Les forces russes ont continué à avancer sur plusieurs axes, maintenant la pression sur les routes d'approvisionnement restantes et augmentant l'utilisation de bombes planantes larguées par voie aérienne contre des positions fortifiées. L'effet de ces frappes était cumulatif plutôt que spectaculaire, car chaque effondrement réduisait le nombre d'endroits où les unités ukrainiennes pouvaient s'abriter, se reposer ou stabiliser les blessés. Pour les défenseurs ukrainiens, le problème n'était plus de savoir s'ils pouvaient repousser les assauts, mais s'ils pouvaient le faire sans se retrouver piégés. Le contrôle du feu sur les routes signifiait que les fenêtres d'évacuation étaient imprévisibles et souvent complètement fermées pendant la journée. Les véhicules qui s'étaient arrêtés ou étaient tombés en panne devenaient des cibles faciles. Les soldats se déplaçaient de plus en plus à pied entre les positions, ce qui augmentait leur exposition et leur fatigue. Dans de telles conditions, le risque d'encerclement ne dépendait pas d'un cercle complet de forces ennemies, mais du fait que les couloirs restants pouvaient être utilisés ou non. C'est dans ce contexte que le commandement ukrainien a pris la décision de renforcer Avdiivka avec l'une de ses formations les plus compétentes, la 3e brigade d'assaut. Le déploiement n'avait pas pour but de renverser la situation ou de reprendre le terrain perdu, mais de stabiliser les secteurs en train de s'effondrer, de contrer les infiltrations et, surtout, de couvrir les routes de repli, si une retraite devenait inévitable. Dans la guerre de siège moderne, les unités d'élite sont souvent engagées non pas pour gagner la ville, mais pour s'assurer que la force puisse la quitter. Au fur et à mesure que février avançait, l'attention s'est portée sur les points forts du Sud qui avaient ancré la défense d'Avdiivka depuis 2014. Parmi ceux-ci, le complexe fortifié, communément appelé Zénith, avait une importance particulière car il avait longtemps empêché les forces russes d'approcher directement par le Sud. Cependant, à la mi-février, la solidité de la position était devenue un handicap, les forces russes attaquant depuis plusieurs directions et les routes d'approvisionnement étant sous le feu. En tenant Zénith, on risquait d'y piéger ses défenseurs dans une poche, d'où l'évacuation pourrait devenir impossible. La décision de se retirer de Zénith reflétait la dure logique de la guerre de siège.
Parce que abandonner un bastion tenu depuis longtemps peut sembler être un revers, mais rester sur place dans des conditions d'encerclement conduit souvent à des pertes bien plus importantes. Les commandants ukrainiens ont choisi de préserver le personnel plutôt que le terrain, acceptant le coût tactique immédiat afin d'éviter une issue catastrophique. Ainsi, les forces russes ont gagné du terrain, mais le repli leur a refusé l'occasion de détruire une grande formation ukrainienne sur place. Cette phase de la bataille a également donné lieu à certaines des déclarations de pertes les plus spectaculaires. Des déclarations attribuées à des unités ukrainiennes, y compris la 3e brigade d'assaut, ont décrit des pertes russes extraordinairement lourdes et allégué la destruction effective de brigades russes entières. Les sources russes, quant à elles, ont diffusé leurs propres récits de pertes massives et de combats intenses, bien que ces chiffres ne puissent être considérés comme précis ou entièrement vérifiés. Leur convergence autour de l'idée de pertes extrêmes des deux côtés indique l'intensité des combats durant cette période, alors que les forces étaient de concentrer dans des zones de plus en plus réduites et que le moindre mouvement devenait mortel. À la mi-février, la question stratégique pour l'Ukraine était devenue inévitable. Tenir Avdiivka ne promettait plus d'imposer à la Russie des coûts supérieurs aux risques encourus par la force défensive. Les couloirs d'approvisionnement restants étaient constamment sous contrôle de tir, l'évacuation devenait de plus en plus incertaine et le danger d'encerclement n'était plus théorique. Dans de telles circonstances, continuer à se battre pour la ville risquait de transformer une défense coûteuse en un désastre. Le 17 février 2024, le commandant en chef de l'Ukraine a ordonné le retrait d'Avdiivka, présentant explicitement cette décision comme étant prise pour préserver des vies et éviter l'encerclement. Cet ordre ne marquait pas la fin des combats, mais le début de l'une des phases les plus dangereuses de la bataille. Parce que le désengagement sous le feu, en particulier dans un environnement saturé de drones, est souvent plus meurtrier que de simplement tenir la tranchée. Les forces russes se sont rapidement déplacées pour revendiquer le contrôle de la ville, présentant la prise comme une grande victoire après des mois de combat. Pendant ce temps, les unités ukrainiennes ont entamé un retrait complexe, comprenant des actions d'arrière-garde, des contre-attaques pour maintenir les couloirs ouverts et des déplacements rapides sous la menace de l'artillerie et des drones. Les véhicules ont été abandonnés là où ils ne pouvaient pas passer, certaines unités se sont échappées à pied et, à certains endroits, des blessés ont été laissés sur place car l'évacuation était impossible. Ce ne sont pas des signes d'effondrement, mais bien les réalités brutales d'un repli sous pression. Dans les jours qui ont suivi l'ordre de se replier, les combats ont continué alors que les unités ukrainiennes se désengageaient et que les forces russes tentèrent de perturber la retraite. Des rapports ont fait état d'encerclements temporaires, de percées sous le feu et de mouvements chaotiques à travers des rues et des champs en ruine. La 3e brigade d'assaut et d'autres formations ont joué un rôle crucial en couvrant ces mouvements, en absorbant la pression et en permettant à des groupes plus importants de la force de défense de s'échapper. Les pertes durant cette phase ont été importantes, bien qu'il soit difficile de les quantifier. La concentration des forces, combinée à de lourds tirs d'artillerie et à des frappes de drones sur les itinéraires de déplacement, signifiait que les pertes survenaient non seulement lors des combats directs, mais aussi lors des tentatives d'évacuation, de repositionnement ou de regroupement. La différence entre la survie et la mort dépendait souvent du timing plutôt que des tactiques. Parce qu'un itinéraire praticable la nuit pouvait être fermé le matin et qu'une pause pour se reposer pouvait attirer une frappe. Au moment où les forces russes avaient consolidé leur contrôle sur Avdiivka, la ville avait été réduite en ruines, la population civile avait depuis longtemps fui et les infrastructures étaient détruites. Et le terrain qui offrait autrefois des avantages défensifs n'était plus qu'un désert de bâtiments effondrés et de routes criblées de cratères. La Russie avait atteint son objectif sur le plan territorial, mais le coût avait été immense. La prise d'Avdiivka a éliminé une position ukrainienne de longue date près de Donetsk et a permis à Moscou de revendiquer un gain tangible après des mois de combats d'usure.
Pourtant, cette victoire n'a pas permis une percée stratégique. Les forces russes étaient épuisées, les pertes en matériel étaient sévères et la capacité d'exploiter cette prise sur le plan opérationnel était limitée. Les forces ukrainiennes, bien que malmenées, ont préservé une grande partie de la force de défense et se sont repliées sur des positions préparées, stabilisant ainsi le front au lieu de permettre un effondrement. En termes militaires, Avdiivka a démontré les réalités de la guerre de siège moderne. L'artillerie et les drones dominent la logistique et l'évacuation détermine l'endurance. Les villes fortifiées sont démantelées en plusieurs mois plutôt qu'en quelques jours, et la victoire se mesure non seulement au terrain conquis, mais aussi aux forces préservées. Pour l'Ukraine, la défense d'Avdiivka a imposé d'énormes coups à la Russie et a retardé son avancée, même si la ville elle-même a été perdue pour la Russie. La prise d'Avdiivka a eu un prix qui a limité ce qui pouvait suivre. La chute d'Avdiivka n'a pas mis fin au combat autour de Donetsk, ni résolu le conflit plus large dans l'est de l'Ukraine. Ce qu'elle a fait cependant, c'est de clarifier la méthode qui définirait probablement les batailles à venir. Compression lente, contrôle du feu sur les routes d'approvisionnement, destruction systématique de la profondeur défensive et repli avant que l'encerclement ne devienne une destruction. En ce sens, Avdiivka n'est pas seulement une bataille, mais aussi un modèle pour la guerre de siège. Cette ville, qui a tenu pendant près d'une décennie, est tombée non pas parce que ses défenseurs ne pouvaient de plus se battre, mais parce que le coût de rester dépassait largement la valeur de la tenir. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée informative, merci de laisser un j'aime ou un commentaire ci-dessous. Tout notre contenu, de la recherche et l'écriture du script jusqu'au montage et à la narration, est entièrement réalisé par des humains sans utilisation d'IA. Alors, si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à vous abonner et à utiliser l'icône de cloche pour recevoir des notifications lorsque la prochaine vidéo de Wars of the World sera publiée. Merci d'avoir regardé.